Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans ce dernier épisode review de la série The Mandalorian, dans lequel on va aborder les deux derniers épisodes de la série. Et pour la petite précision du jour, autant pour les anciens épisodes ma review était écrite juste après mon visionnage à leur sortie américaine, mais pour ces deux derniers chapitres, la review et l'analyse ont donc été écrites au moment de la sortie française en gros. Donc voilà, vous vous en fichez sûrement, mais ça mange pas de pain de le préciser en début de vidéo. Et vous noterez que j'ai réussi à caser l'expression « ça ne mange pas de pain » dans une vidéo liée à Star Wars, ce qui est déjà un petit exploit en soi. Bref, revenons-en aux choses sérieuses et commençons l'analyse de ces deux derniers épisodes. Et justement, une dernière info avant de vraiment commencer la vidéo, une vidéo arrivera la semaine prochaine pour faire le bilan de la série, mais également pour imaginer quelques théories sur la suite de ces aventures mandaloriennes, car quelques petites pistes commencent à se profiler à l'horizon. Mais bref, commençons. Bon, déjà le gros point positif de ce début d'épisode, c'est qu'on reprend le sens d'une intrigue principale et que le Mandalorien cesse de tergiverser à droite à gauche et se décide enfin de faire quelque chose du bébé Yoda. Je sais que cet aspect voyage, tout ça on a plus à certains, et tant mieux pour ces personnes, mais malheureusement c'était moins mon délire. L'épisode commence donc par le Mando à bord du Razor Crest qui reçoit un message holo de Greef Karga, le leader d'une guilde de chasseurs de primes, dans lequel ce dernier l'informe que les impériaux sont venus en nombre sur la planète après sa fuite de l'épisode 3 avec le bébé Yoda. Il lui demande également de revenir sur Nevarro avec l'enfant afin qu'un échange puisse être conclu entre les chasseurs et l'Empire. L'enfant servirait d'appât et le Mando n'aurait plus qu'à tuer le client, ce qui devrait normalement ramener la paix sur leur monde. Cette révélation fait effectivement beaucoup réfléchir le Mandalorien qui va dans un premier temps retourner récupérer l'ancienne rebelle Cara Dune afin d'assurer ses arrières. Il retrouvera donc cette dernière dans un bar en train d'affronter un guerrier Zabrak qu'elle va évidemment défoncer, ce qui nous donnera d'ailleurs droit à une réplique digne de Camelot. Payez, bande de paysans! Envoyez! Alors là, je suis désolé, mais il y a de l'abus. Commencez pas à noyer la peau de l'ours avant d'avoir vendu le poisson, hein? Bon. On peut d'ailleurs imaginer que la première femme qui donne de l'argent à Cara fait partie d'une espèce similaire à Asajj Ventress, tout du moins sa peau blanche et ses tatouages peuvent nous le laisser penser. Le Mando va donc essayer de la convaincre et c'est en lui disant qu'il s'agit d'un impérial que cette dernière acceptera de faire partie de son équipe. Ensemble, ils prennent donc la route de la planète Arvala 7 afin de tenter de recruter le Ugnaught qui a aidé le Mando au début de la série, le dénommé Quill. Mais avant cela, nous aurons bien évidemment droit à l'instant du bébé Yoda qui fait n'importe quoi dans le vaisseau histoire de détendre un peu l'atmosphère. Même si c'est aussi un rappel que l'enfant ne peut pas être laissé seul et c'est donc pour cette raison qu'ils ont besoin de Quill. Une fois sur place, ce dernier nous apprend qu'il a auparavant travaillé dans des fermes génétiques, ce qui lui laisse penser que l'enfant ne peut pas être synthétique, ce qui tendrait à écarter la théorie du clone, même s'il faut bien évidemment rester attentif sur cet aspect. On apprend également que Quill a travaillé pour l'Empire et qu'il est parvenu à gagner sa liberté. C'est également à cet instant que l'unité IG du premier épisode fait son retour, ce qui ne manque pas de faire paniquer les deux autres héros, mais le Ugnaught nous apprend qu'il l'a totalement reprogrammé et qu'il ne fait que protéger. Quill accepte donc de se joindre à la fine équipe à la seule condition que l'IG-11 puisse venir et il participera alors gratuitement à la mission car il souhaite seulement protéger le bébé de l'esclavagisme impérial et souhaite que les Blurgs les accompagnent. Alors que le Mando et Cara font un bras de fer, le bébé Yoda semble perturbé par ce duel et commence à utiliser la force sur l'ex-rebelle, mais d'une manière qui ferait pâlir le petit Seigneur Sith qui sommeille en vous, ce qui affirme une fois de plus qu'il semblerait désormais que les pouvoirs de la force apparaissent plus ou moins tout seuls chez leurs utilisateurs. Alors pour apporter un peu de nuance, et attention avant de vous le dire, je vous préviens que je vais vous spoiler le premier roman de la trilogie Dark Bane. Mais dans celle-ci, et alors qu'il est encore jeune, Bane est un ouvrier dans une mine et est d'une certaine manière persécuté par son père. Au cours d'une nuit, alors qu'il imagine son père mourir dans son esprit, il se réveille le matin et s'aperçoit que son paternel est mystérieusement mort dans la nuit. Sur le coup, nous croyons tous à un arrêt cardiaque, y compris Bane, mais la suite du livre nous apprendra que, inconsciemment, Bane a utilisé pour la première fois la force et s'en est servi pour tuer son père. Bon, c'était un peu résumé. Mais la fine différence avec le bébé Yoda, c'est que celui-ci a l'air de savoir ce qu'il fait, vu qu'il tend la main vers Cara. Il sait qu'il a un pouvoir, alors que Bane, dans le bouquin à ce moment-là, il sait même pas ce que c'est la force. Donc ça, c'était juste pour la petite précision, et je vous invite d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de cet aspect dans les commentaires. Les héros sont bien évidemment troublés par le comportement du bébé, mais aucun ne semble savoir ce qu'est la force, seul Quill semble avoir déjà entendu des histoires sur ce que peut faire le bébé. La prochaine mission de l'Ugnaught va donc être de confectionner un nouveau berceau pour l'enfant. Ouais, je sais, c'est un élément essentiel qu'il fallait à tout prix vous présenter dans le résumé de l'épisode. La rencontre entre Greef et le Mando s'organise et ils peuvent donc enfin prendre la route de la ville. La nuit tombant assez rapidement, ils s'arrêtent dans leur camp avant de reprendre la route le lendemain matin.
Mais au cours de la soirée, des êtres semblables à des gigantesques Mynock font leur apparition et commencent à semer la zizanie sur le campement. Au cours de l'affrontement, un Blurg est tué, un autre est emporté, ce qui est également le cas pour l'un des chasseurs, et Griff est blessé au bras droit. Les autres essaient de le soigner, mais ayant été empoisonné, ses chances de s'en sortir sont minces. Heureusement, le bébé Yoda va pouvoir de nouveau mettre en pratique ses pouvoirs, il va s'approcher du bras du blessé, poser sa main et va commencer à soigner progressivement le leader de la guilde. Et si l'on se fie à la sortie US, cette scène aura donc préparé le terrain pour le pouvoir qu'utilise Rey à de nombreuses reprises dans l'épisode 9. On pourra d'ailleurs noter que c'est également un pouvoir qu'essayait déjà d'utiliser le bébé dans l'épisode 2. Alors qu'ils approchent de la ville, Griff se retourne contre ses anciens amis et les assassine alors qu'il s'apprêtait à tuer le Mando et capturer l'enfant. Ce qui était le plan initial, mais après l'exploit réalisé par le bébé la veille, le leader a décidé de changer d'avis. Le plan change donc complètement. Le Mando décide qu'il faut faire croire aux impériaux que lui et le bébé ont été capturés par Griff et ses acolytes, ce qui leur permettra malgré tout de s'approcher du client impérial et de l'éliminer. Quill de son côté récupère l'enfant et l'emmène en sécurité à bord du Razor Crest. Une fois dans la ville, nous constatons rapidement qu'effectivement, celle-ci est bel et bien remplie d'impériaux, ce qui risque de nettement compliquer la tâche des héros. Mais on s'aperçoit aussi que la rigueur impériale n'est visiblement plus trop de mise, vu l'attitude des deux Scout Troopers qui gardent l'entrée. Une fois dans la cantina, nous retrouvons enfin le client que nous avions pu découvrir dans les premiers épisodes. On apprend au passage que Mandalore s'est effectivement rebellé contre l'Empire, alors que selon le client, c'était tout à fait évitable. Il demande d'ailleurs au Mando de comparer sa situation avec le progrès qu'apporte l'Empire, et que depuis la Révolution, le monde n'est pas en paix, il n'est qu'anarchie et chaos. Alors qu'il s'apprête à vouloir regarder le bébé, il reçoit un appel que l'on devine être du Moff Gideon, et pour une raison que j'ignore encore, le Moff donne l'ordre à ses troupes se trouvant à l'extérieur de faire feu sur la cantina, éliminant de ce fait le client et sa garde rapprochée. Une fois à l'extérieur, nous comprenons que les héros vont devoir faire face à tout un escadron de Death Troopers visiblement fidèles au Moff Gideon, ce qui peut nous laisser présager que ce dernier exerce une influence encore notable sur les restes de l'Empire. On peut également voir arriver un transporteur de troupes que l'on pouvait auparavant voir dans Rebels que l'on nomme un ITT, ce qui complexifie encore plus la tâche des héros. Cette scène me fait d'ailleurs penser à l'information qui était sortie pendant la promotion de la série, qui disait que la production avait eu besoin de faire appel aux membres du collectif de la 501ème, qui est pour résumer une organisation de fans qui font des cosplays mais qui ont également un but caritatif, et c'est notamment eux que l'on peut parfois voir dans les hôpitaux. Enfin bref, ces derniers ont également été appelés afin d'être présents lors du tournage car ils se sont aperçus qu'ils allaient avoir besoin d'un plus grand nombre de Stormtroopers. Dans le même temps, Quill est toujours sur la route du vaisseau, mais les Scout Troopers qui gardent l'entrée interceptent leur conversation et prêtent donc en chasse le bébé. Au même instant, c'est un TIE Fighter un peu particulier qui fait son apparition, car lorsqu'il se pose, ses ailes sont capables de se plier, ce qui permet à son utilisateur d'avoir une échelle un peu moins longue à descendre. Bon, je sais, dit comme ça, c'est pas terrible, mais je suis sûr qu'on aura bientôt des guides qui nous expliqueront tous les autres avantages qu'a ce chasseur. Et c'est donc bien évidemment le Moff Gideon qui en débarque. Il annonce aux héros qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est réellement l'enfant, ce qui amplifie forcément le mystère qui entoure ce personnage. Malheureusement, alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans le Razor Crest, Quill est abattu par les Scout Troopers et l'enfant est récupéré par les impériaux. L'épisode se termine donc sur la mort de ce personnage, ce qui m'a pas mal interloqué, car jusque-là j'avais du mal à envisager que la série puisse tuer ces personnages aussi rapidement. Cela lui fait donc prendre une tournure intéressante, car les héros ne sont pas invincibles dans celle-ci, ce que l'on a parfois tendance à oublier dans certains films ou dans certaines séries. Même si, comme vous avez pu le voir sur la superbe chaîne du Coroner, depuis Game of Thrones, les héros ne sont plus jamais à l'abri. Le dernier épisode de la série reprend donc à l'endroit exact où le précédent nous avait laissé, c'est-à-dire avec les deux Scout Troopers qui ont éliminé Quill et récupéré le bébé. Ces deux derniers s'arrêtent aux abords de la ville dans l'attente de l'autorisation qui leur permettra d'approcher. Ils vont d'abord s'amuser à violenter le bébé dans une scène qui se veut dans l'ensemble plutôt comique. Les troopers de l'Empire seront d'ailleurs une fois de plus ridiculisés en montrant leur incroyable talent au tir, c'en est même à se demander comment ils sont parvenus à éliminer Quill dans l'épisode précédent, à moins que leur incroyable défaut de visée ne vienne en réalité de leurs armes, et je pense donc qu'on en tient peut-être là un début d'explication. Bref, le droïde IG-11 qui a été programmé pour protéger le bébé fait son apparition et élimine très rapidement les deux impériaux. Il récupère donc une des deux motojets et le bébé et se prépare à rejoindre leurs camarades encore coincés dans la cantina. Alors que les héros pensent à s'échapper par les égouts si cela leur est possible, les impériaux commencent à installer un canon E-Web dans l'objectif de les faire sortir de leur terrier. Malheureusement, face à une telle puissance de feu, les personnages principaux comprennent vite que leurs solutions sont plus que limitées. On apprend d'ailleurs au passage que Cara est originaire d'Alderaan, la même planète dont est sénatrice la princesse Leia, et de ce fait on comprend un peu mieux la raison pour laquelle elle a accepté aussi rapidement cette mission une fois qu'elle a su qu'elle devrait éliminer des Stormtroopers.
C'est d'ailleurs après cela que nous apprenons enfin le nom de notre chasseur de primes mandalorien qui porte donc le doux sobriquet de Din Djarin. Suite à cela, on a également pas mal d'autres infos sur ce qui est arrivé au Mando, on parle même d'une certaine nuit des 1000 larmes de sang, ce qui reste vraiment mystérieux, mais malheureusement ça ne nous aide pas vraiment à en savoir plus, même si on peut aisément imaginer que c'est un événement tragique pour les Mandaloriens. Heureusement, le Moff Gideon laisse un certain temps de réflexion aux héros avant de les mettre à mort, ce qui va donc évidemment probablement laisser le temps au droïde assassin de faire son apparition. Entre temps, le Mando dit qu'il connaît cet impérial sous le nom de Gideon et que contrairement à ce que dit Cara, c'est forcément lui car il connaît son nom. On peut donc facilement penser qu'il existe un lien particulier entre ces deux personnages. De plus, Cara nous dit qu'il a normalement été exécuté pour tous ses crimes. On peut alors imaginer qu'il a pendant un temps été le prisonnier de la Nouvelle République, mais qu'il est forcément parvenu à s'échapper et à récupérer son grade. Un peu plus tard, Din nous dira même que pendant la purge des Mando, Gideon était un officier de l'ISB. Nous enchaînons d'ailleurs avec la fameuse scène de flashback, mais avant cela, le Mando nous explique qu'un Mandalorien n'est pas le nom d'une race, mais celui d'un credo, ce qui de ce point de vue rejoint le Legends, car à partir d'un certain temps, les Mando d'origine ont progressivement ouvert leurs portes à toute personne susceptible d'adopter leur culture. Et en ce qui concerne le flashback, nous avons la confirmation que nous sommes bien en pleine guerre des clones, au beau milieu d'un village alors dévasté par la CSI et leur terrible droïde B2 appuyé par les canonnières HMP. Le jeune Din Djarin est donc mis en sûreté par ses parents, mais un droïde découvre sa cachette et alors qu'il s'apprête à être tué, c'est un autre Mandalorien qui débarque pour le sauver, accompagné par plusieurs autres de ses comparses. Et à leur symbole, on peut évidemment les associer à la célèbre Death Watch. Mais la question que je me pose maintenant, c'est de savoir pourquoi ce clan s'est retrouvé opposé aux séparatistes, car ils ont pendant un temps été alliés. L'orphelin a donc été récupéré par les Mando et été éduqué comme l'un des leurs. Suite à ce flashback, le Mando parvient enfin à prendre le contact avec le droïde IG qui l'informe de la mort de Quill et le prévient également qu'il est en approche. Ce dernier va donc proprement faire le ménage dans toute la ville, ce qui ne manquera pas de nous rappeler que le bébé Yoda aime visiblement beaucoup trop les fusillades. Grâce à cette diversion, le Mando, suivi de Greef et couvert par Cara, tente une sortie afin d'éliminer un maximum de leurs adversaires, mais également pour secourir l'enfant. Djarin, au terme d'un combat difficile, parviendra ainsi à éliminer l'un des deux Death Troopers qui s'en prenait à lui, ce qui est un exploit plutôt notable, mais on est encore assez loin du record détenu par Baze Malbus dans Rogue One. Dans la scène qui suit, Cara se retrouve piégée et pris à revers dans la cantina, mais parviendra malgré tout à remonter au classement des tueurs de Death Troopers en éliminant au moins 2 d'entre eux. Enfin, et tel un Rambo déchaîné, le Mando s'appropriera le canon E-Web qu'il utilisera comme une machine gun pour éliminer ses adversaires. Il sera malheureusement interrompu par le Moff Gideon qui, se révélant évidemment beaucoup plus intelligent que ses troupes, fait exploser la batterie du canon E-Web, ce qui blesse gravement le chasseur de primes qui ne doit sa survie qu'à la résistance de son casque. Une fois mis à couvert, les héros ne sont pour autant pas à l'abri car le Moff leur réserve encore de nouvelles surprises, avec notamment le Stormtrooper Lance-Flamme dont le design était déjà existant dans le jeu Battlefront de 2015. Celui-ci s'apprête donc à tuer nos héros, mais c'était sans compter sur l'intervention du surpuissant bébé Yoda qui retient les flammes miraculeusement, un peu de la même manière qu'avait pu le faire Kanan dans Rebels. Heureusement, cette action a un prix car l'enfant est totalement vidé de son énergie. Mais cela ne règle pas pour autant le sort du Mando, qui jusqu'alors se croyait condamné. D'autant plus qu'avec cette tradition de ne pas enlever son casque, il ne voulait laisser personne le soigner. C'est une fois seul avec le droïde IG qu'il va accepter de le retirer et va donc pouvoir se faire soigner. On notera bien évidemment l'ironie de la chose, car le Mando avait vécu un véritable traumatisme à cause des droïdes qui lui avaient pris sa famille. Et c'est un autre droïde qui va lui permettre de poursuivre sa vie avec, disons, sa nouvelle famille. Une fois dans les tunnels souterrains, on apprendra que malheureusement, nombre de Mando ont été éliminés suite à l'action de Din Djarin grâce à un plan qui nous rappelle évidemment une scène de Rebels. On peut d'ailleurs se demander si les impériaux n'ont pas utilisé une arme similaire pour annihiler un maximum de leurs adversaires. La forgeronne, que l'on pouvait objectivement penser être morte, apparaît de nulle part et leur explique qu'elle ne quittera l'endroit qu'une fois qu'elle aura recyclé toutes les armures. Suite au lien qui unit le Mando et le bébé, la forgeronne décide de lui donner le symbole du Mudhorn, la créature qu'ils ont affrontée ensemble à la fin de l'épisode 2. La forgeronne lui explique également qu'il est désormais responsable de l'enfant et qu'il doit trouver ses semblables. Il y a d'ailleurs un certain flou car on peut effectivement parler de ses semblables dans le sens à des gens comme lui, mais également dans le sens de personnes qui seraient à même d'utiliser la force, ce qui nous rapproche évidemment de Luke Skywalker ou bien encore évidemment de Ahsoka Tano au vu des rumeurs récentes. Et le deuxième choix est bien évidemment de l'éduquer jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de subvenir à ses besoins seul. En plus de l'officialisation de la formation de son clan, le Mando se voit offrir un jetpack, car que serait un Mandalorien sans un jetpack après tout?
Par la suite, la forgeronne attendra que les impériaux interviennent, mais les éliminera tous d'une manière assez classe, il faut l'avouer, en utilisant exclusivement chacun de ses outils, tout en n'oubliant pas bien sûr de tout recycler, y compris les Stormtroopers. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le personnage a survécu, ce qui veut certainement dire que l'on risque de la revoir prochainement. Les héros vont donc utiliser une sorte de bateau qui navigue sur la lave, et oui, après tout, pourquoi pas, nous sommes dans Star Wars, la science c'est surfait. Malheureusement, alors qu'ils s'approchent de la sortie, un contingent important de Stormtroopers les attend. C'est le moment que va choisir le droïde IG pour s'autodétruire comme il souhaitait tellement le faire dans l'épisode 1 afin de dégager le passage à ses compagnons. Malheureusement, ce sacrifice ne leur servira qu'à moitié car à peine sorti, c'est le chasseur-taille du Moff Gideon qui les prend pour cible. Le Mando utilisera donc son jetpack pour atteindre son adversaire et grâce à sa ténacité, il parviendra à poser un explosif sur le chasseur qui détruira son aile et l'enverra s'écraser dans les plaines environnantes. Une fois de retour, le Mando récupérera le bébé et bien qu'il se voit confier la possibilité de réintégrer la guilde, il estime forcément que son devoir envers l'enfant est prioritaire. Il retournera donc aux abords de son vaisseau, offrira une sépulture décente à son ami Quill et reprendra la route de l'espace à la recherche des semblables de l'enfant. Mais ce n'est pas tout car la série se conclut évidemment sur un gros cliffhanger via la survie évidente du Moff Gideon mais qui s'extirpe de son chasseur avec l'aide d'une arme un peu particulière, le Darksaber. Et c'est ainsi que se termine la saison 1 de la première série en live action de Star Wars. Je ne vais pas vous donner mon ressenti général dans cette vidéo car elle est déjà assez longue et ça viendra dans une vidéo qui sortira prochainement. Mais concernant ces deux épisodes, je vais me contenter de dire qu'ils étaient tout à fait satisfaisants, bien qu'il y ait seulement un problème au niveau du temps qui passe, car on nous dit d'abord que le Mandalorien va mettre quelques heures à se remettre de sa blessure, mais 5 minutes après il a l'air déjà d'aller mieux, et concernant l'utilisation du jetpack, la forgeronne dit bien qu'il n'est pas encore prêt, mais malgré tout il l'utilise quand même à la fin de l'épisode, et force est de reconnaître qu'il se débrouille très bien. Donc voilà, c'est pas un gros défaut, mais j'ai trouvé ça assez particulier. Bref, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. Si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, tous les liens sont dans la description, mais vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou bien encore vous abonner à la chaîne. Enfin voilà, j'aimerais également passer un petit message justement aux personnes qui soutiennent la chaîne sur YouTube et sur Utip. Donc merci à Il était une fois une étoile, à Michel, à Ankan Cosplay, à Yarkan, à Asukatano, à Emred, à Timothée, à Charles, à Eric, à Nox Academia, à Sébastien Michaud, à Tissue, à Wasp, The Space Babelier et à Dars Touren. Et à tous les autres que j'ai pu oublier, merci à vous tous vraiment. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Enfin bref, moi il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.